Tu sais ce qui se passe quand tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde? Tu finis par te trahir toi-même en offrant ton énergie, ton temps et même ta paix, tandis que les autres s'habituent à te voir toujours disponible. Ça paraît dur, mais personne ne viendra te sauver d'une vie que tu continues toi-même à remettre entre les mains des autres. La philosophie stoïcienne l'a dit clairement il y a des siècles. Si tu n'apprends pas à te choisir en premier, tu finiras par être un personnage secondaire dans ta propre histoire. Et non, se prioriser n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est abandonner pour satisfaire ceux qui ne feraient même pas la même chose pour toi. Il est temps de briser cette chaîne invisible. Reste jusqu'à la fin, car comprendre cela peut changer pour toujours la façon dont tu décides de vivre. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Chapitre 1. Tu t'es oublié en pensant à tout le monde. Je vais te poser une question très simple. Quand est-ce que tu t'es demandé pour la dernière fois ce dont toi tu avais besoin? Pas ce dont ta partenaire a besoin, ton enfant, ta mère, ton patron. Toi, juste toi. Quand? Si tu as mis plus de 5 secondes à t'en souvenir, ce que nous allons voir dans ce chapitre va te toucher de près et profondément. Il existe une façon très silencieuse de se perdre soi-même. Ça n'arrive pas d'un coup. Il n'y a aucun moment dramatique où un jour tu te réveilles et tu décides de vivre pour tout le monde, sauf pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qui se produit petit à petit, presque sans que tu t'en rendes compte. Un jour, tu dis oui quand tu voulais dire non. Le lendemain, tu repousses ce dont toi t'as besoin, parce que quelqu'un d'autre en a besoin aussi. Et ainsi, sans faire de bruit, tu te retrouves en dernier sur ta propre liste. Toujours pour plus tard, toujours quand il y aura du temps, toujours quand tout le reste sera réglé. Le problème, c'est que ce « plus tard » n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il y a toujours une raison valable de continuer à te remettre à plus tard. Et pendant ce temps, tu attends sans te plaindre, en souriant même, convaincu ou convaincu que c'est ce que font les bonnes personnes. Pense à une plante qui n'a pas été arrosée depuis des semaines. Au début, elle tient. Les feuilles restent vertes. Tout semble aller bien. Elle résiste. Mais à l'intérieur, les racines commencent déjà à se dessécher lentement. Il arrive un moment où, même si tu lui verses de l'eau après coup, quelque chose ne peut plus se rétablir comme avant. Quelque chose se perd dans ce processus d'abandon. Et c'est exactement ce qui t'arrive à toi quand tu t'ignores pendant trop longtemps. Et comment sais-tu que tu es en train d'atteindre ce point? Il y a des signes très clairs si tu sais où regarder. La fatigue qui ne part pas avec le sommeil, cet épuisement profond qui est là quand tu te lèves et qui n'a pas d'explication logique parce que tu n'as pas tant fait que ça. L'irritabilité qui apparaît de nulle part et que tu attribues au stress, au travail, aux autres, à tout sauf à la vraie cause. La sensation de beaucoup faire et pourtant de ne pas avancer, d'être sur un manège qui tourne et tourne mais qui ne t'amène nulle part. Et puis cette difficulté à profiter de choses qui te plaisaient avant, qui ne t'enthousiasment plus autant, que tu commences et laisses à moitié, parce que quelque chose en toi n'est plus vraiment présent. Ça aussi c'est un signe. L'épuisement émotionnel d'être toujours attentif à savoir si les autres vont bien, s'ils sont contents, s'ils ont besoin de toi. Vivre avec le radar allumé, tourné vers l'extérieur, constamment vers l'extérieur, pendant que ce qui est à l'intérieur reste sans attention. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement déguisé en bonne personne. Les philosophes stoïciens l'avertissaient déjà il y a plus de 2000 ans. Celui qui ne se gouverne pas lui-même ne peut rien gouverner d'autre. Épictète, qui était d'ailleurs un esclave, a vécu dans des conditions que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Et pourtant, il disait que le seul territoire que l'on peut vraiment contrôler, c'est le sien, l'intérieur soi-même. Et si même à cela on ne prête pas attention, que nous reste-t-il? Sur quoi avons-nous alors un quelconque pouvoir réel? Le prix de t'ignorer pendant longtemps, tu ne le payes pas seulement toi. Ceux qui t'entourent finissent par le payer aussi. Parce qu'une personne vidée à l'intérieur ne peut rien donner de bon à l'extérieur. Tu ne peux pas verser de l'eau d'une carafe vide. Peu importe ton envie, peu importe tes efforts, peu importe à quel point tu veux donner. S'il n'y a rien à l'intérieur, rien ne sort. Ou quelque chose sort, oui, mais c'est du ressentiment, de la tension, de la frustration, et ce n'est pas ce que tu veux donner. Alors par où commences-tu à te rétablir? Par quelque chose de si simple qu'on peine à croire que ça fonctionne. Commence à t'observer.
commence à te demander au fil de la journée comment tu vas, toi. Pas de la façon dont on le demande par politesse quand on croise quelqu'un dans la rue. Ce « bonjour, ça va ?» qui n'attend pas de vraie réponse. Vraiment, comment je vais, moi, là, maintenant? De quoi j'ai besoin en ce moment? Est-ce que je fais cela parce que j'en ai sincèrement envie ou parce que je sens que je n'ai pas le choix et que le coût de refuser me semble trop élevé? Ces questions simples, du quotidien, sont le premier pas parce que pendant longtemps tu as vécu tourné vers l'extérieur. Tu as appris à très bien lire ce dont les autres ont besoin, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent de toi, mais tu t'es déconnecté de toi-même. Et se reconnecter prend du temps, de l'intention, de la pratique. Se rétablir commence par se voir. Et pour se voir, tu dois arrêter de regarder uniquement vers l'extérieur. Non pas pour toujours, ni pour ignorer les autres, mais pour t'inclure dans l'équation. Pour que lorsque tu penses à qui il faut prendre soin, ton nom soit aussi sur la liste. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le premier pas pour aller bien. Et si toi tu vas bien, tout ce que tu donnes aux autres vaut beaucoup plus, parce que tu le donnes depuis un endroit plein, pas depuis un endroit de dette, d'obligation ou de purs épuisements. Celui qui s'oublie lui-même en prenant soin de tous finit par ne prendre soin de personne correctement. Et maintenant que tu sais que tu te mettais en dernier, tu te demandes peut-être pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est si difficile de te mettre en premier. La réponse a un nom, et je te la donne dans le prochain chapitre, parce que ce qui vient maintenant va remuer quelque chose. Attaché Pâtre 2, tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. C'est quelque chose d'humain, de normal, de compréhensible. Le problème n'est pas de vouloir plaire. Le problème, c'est quand tu commences à prendre des décisions sur ta propre vie en fonction de ce que les autres vont penser. Quand tu te demandes avant de faire quelque chose, qu'est-ce qu'une telle va dire? Est-ce que machin va se vexer? Vont-ils penser que je suis égoïste? Ce n'est plus toi qui tiens les rênes de ta vie. C'est l'opinion de gens qui, la plupart du temps, ne pensent même pas à toi. Des gens qui ont leurs propres problèmes, leurs propres préoccupations, et qui ne vont probablement pas consacrer 5 minutes à ce que tu as fait ou pas fait. Pourquoi cherchons-nous cette approbation de façon aussi constante? Par peur. Peur de ne pas s'intégrer, de décevoir, de se retrouver seul, d'être jugé et trouvé déficient. Cette peur a des racines profondes, très profondes. Souvent, elles viennent de l'enfance, d'avoir appris que pour recevoir de l'affection, de l'attention ou de la reconnaissance, il fallait se comporter d'une certaine façon. Il fallait être le gentil garçon, la fille responsable, celui qui ne posait pas de problème, celle qui était toujours disponible. Et ce qu'on apprend tout petit reste gravé avec une force difficile à défaire. Le fait est que depuis des années, tu exécutes un programme qui ne te sert plus, comme un ordinateur avec un logiciel antique qui consomme toute la batterie, plante à tout moment et va lentement même pour faire les choses les plus basiques. Tu continues à fonctionner avec ce vieux système. Si je plais, si je ne dérange pas, si je fais tout ce qu'on attend de moi, alors je serai en sécurité, alors on m'aimera, alors il ne m'arrivera rien de mal. Et non, ça ne fonctionne plus comme ça, ou du moins ça ne devrait plus fonctionner comme ça à ce stade de ta vie. La peur du qu'en dira-t-on est l'une des cages les plus petites qui existent. Et ce qu'il y a de plus tordu dans cette cage, c'est qu'elle n'a pas de barreaux visibles. Personne ne t'y enferme de force. C'est toi qui entres, qui ferme la porte, qui reste là convaincu de ne pas pouvoir sortir. Tu limites ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu montres pour ne pas déranger ceux du dehors, pour ne pas trop attirer l'attention, pour que personne n'ait rien à dire. Et pendant ce temps, tu rapetisses, tu te fais petit, tu occupes le minimum d'espace possible pour ne pas gêner. La philosophie stoïcienne est très claire sur ce point. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de son époque, avec le poids du monde sur ses épaules, se rappelait constamment à lui-même que l'opinion d'autrui n'avait aucun pouvoir sur lui, à moins qu'il ne le lui accorde. Que la seule chose qui comptait était d'agir conformément à ses propres valeurs, avec intégrité, avec cohérence, non pas pour être applaudi, mais parce que c'était juste. C'était il y a presque 2000 ans, et nous n'avons pas encore tout à fait compris. Maintenant, il y a une différence importante à bien comprendre pour ne pas tomber dans l'erreur inverse. Aider les autres n'est pas mauvais. Prendre soin de ceux que tu aimes n'est pas mauvais. Le problème n'est pas de donner. Le problème, c'est de te sacrifier quand au fond tu ne le veux pas. Parce que quand tu te sacrifies, tu donnes quelque chose que tu n'es pas vraiment prêt à donner et tu le ressens ensuite, même si tu ne le dis pas. L'aide qui naît de la peur ou de la culpabilité
n'est pas généreuse. C'est une dette que tu te fais payer à toi-même, avec des intérêts. La personne qui aide parce qu'elle le veut, parce que ça vient d'elle, parce qu'elle l'apprécie, celle-là s'en sort bien. La personne qui aide parce qu'elle ne sait pas dire non, parce qu'elle a peur de ce qu'on pensera si elle refuse, celle-là s'en sort vide, pleine de ressentiment, fatiguée, et parfois sans même comprendre pourquoi. Se libérer de vivre pour plaire ne signifie pas devenir une personne indifférente au monde qui passe sans considérer personne. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que les décisions que tu prends sur ta vie, tu les prennes toi, avec tes valeurs, avec ce que tu veux et as besoin, et non en fonction des applaudissements venus de l'extérieur ou de la peur désuée. Voici quelque chose qu'on ne t'a peut-être pas dit assez clairement. Tout le monde ne t'aimera pas, peu importe ce que tu fais. Peu importe tes efforts, peu importe à quel point tu te moules, t'adaptes et te rognes, pour correspondre, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Il y aura toujours quelqu'un qui préférerait que tu sois différent. Alors, si le résultat sera de toute façon le même, si tu ne peux pas plaire à tout le monde quoi qu'il arrive, ne vaut-il pas mieux vivre en étant vraiment toi? Au moins ainsi ce que tu vis est à toi, et non une performance constante pour un public qui ne t'en remercie même pas. Quand tu vis pour plaire à tout le monde, tu rates l'occasion de plaire à la seule personne qui compte, toi-même. Savoir ça est facile. L'appliquer, c'est une autre histoire. Parce que l'étape suivante a un mot que beaucoup d'entre nous ont du mal à prononcer. Un petit mot de 2 lettres qui coûte un monde à dire. On y va dans le prochain chapitre. Chapitre 3. Apprends à dire non sans culpabilité. 2 lettres. Et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est le mot le plus difficile du dictionnaire. Plus difficile qu'aide-moi, plus difficile que je t'aime, plus difficile même que certaines vérités qu'on garde en soi depuis des années. Pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'à un moment donné, peut-être très tôt dans ta vie, tu as appris que dire non, c'est être une mauvaise personne, que dire non, c'est blesser quelqu'un, que dire non, c'est égoïste, inconsidéré, une sorte de trahison. Et ça fait des années, peut-être des décennies, que tu le crois, que tu exécutes cet apprentissage sans le remettre en question. Mais réfléchissons-y un instant sous un autre angle. Quand tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas faire, à qui est-ce que tu dis non? À toi. Quand tu acceptes un plan qui ne te tente pas, tu dis non à ton repos. Quand tu restes jusqu'à tard à régler le problème de quelqu'un d'autre, tu dis non à ton temps. Quand tu avales ce dont tu as besoin pour ne déranger personne, tu dis non à tes propres besoins. Et ça, tu le fais constamment, sans hésiter, sans culpabilité apparente. Mais quand il s'agit de dire non à quelqu'un de l'extérieur, là la culpabilité apparaît comme une alarme d'urgence. Tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Que ça te coûte plus de dire non aux autres que de te dire non à toi-même? Poser des limites, ce n'est pas construire des murs pour que personne ne puisse entrer dans ta vie. Ce n'est pas s'enfermer. Ce n'est pas devenir distant ou froid. C'est plutôt savoir exactement jusqu'où s'étend ton territoire. Tu as un espace, un temps, une énergie, une capacité. Ils sont à toi. Les gérer avec discernement n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité élémentaire de prendre soin de ce qui est à toi pour continuer à bien fonctionner. Les stoïciens parlaient beaucoup de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, ce qui est dans notre sphère de contrôle de ce qui est en dehors. Eh bien, ce que tu fais avec ton temps et ton énergie dépend de toi, entièrement de toi. Et en les cédant sans discernement, par peur de décevoir, par peur du conflit, par peur que quelqu'un soit mécontent, tu perds ce contrôle, qui est la seule chose que tu as vraiment dans cette vie. Maintenant, comment dit-on non sans que ça ressemble à une déclaration de guerre? Parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé d'une façon si brusque qu'ils ont créé plus de problèmes que ceux qu'ils voulaient éviter. Et d'autres qui ajoutent tellement d'explications, de justifications et d'excuses que le message finit si dilué qu'on ne sait même plus s'ils ont dit non ou oui. La clé est plus simple qu'il n'y paraît. Un non clair, tranquille et sans drame vaut mieux que 1000 oui qui te vident peu à peu. Tu n'as pas à faire un discours. Tu n'as pas à te justifier pendant 10 minutes. Tu n'as pas à proposer 3 alternatives pour compenser. Je ne peux pas. En ce moment, ce n'est pas possible pour moi. Là, non. Ça ne m'arrange pas. C'est suffisant, c'est complet. Le message est entier. Ce qui se passe, c'est que comme nous avons passé tellement de temps à ajouter des explications pour amortir le choc du non, il nous semble que sans elles, le message est incomplet, qu'il paraît sec, qu'il offense. Mais il n'est pas incomplet, il est propre.
Et l'inconfort que tu ressens après avoir dit un non sans explication n'est pas le signe que tu as mal agi, c'est le signe que tu n'en as pas eu l'habitude depuis longtemps. Et voici quelque chose que tu dois être prêt à accepter avant de continuer. Quand tu commenceras à dire non, certaines personnes vont se vexer. Oui, parce que jusqu'à présent, tu les avais habitués à toujours dire oui. Changer ça crée de l'inconfort chez ceux qui t'entourent, qui s'étaient fait à l'idée que tu serais toujours disponible. Mais ce n'est pas un problème que tu dois résoudre, c'est un réajustement nécessaire. Les relations saines supportent parfaitement un non. Celles qui ne le supportent pas t'exploitaient, même avec beaucoup d'affection, même sans mauvaise intention. Mais elles t'exploitaient. Ce que tu récupères quand tu apprends à dire non est énorme. Tu récupères du temps, de l'énergie, la sensation que ta vie t'appartient. Et tu retrouves cette paix qu'on ressent quand tu sais que ce que tu fais, tu le fais parce que tu le veux, non pas parce que tu n'as pas osé refuser. Cette différence, même si elle paraît petite, change tout intérieurement. Commence petit. Cette semaine, dis non à une seule chose, juste une. Celle qui te coûte le moins, celle que tu as le plus clairement en tête. Et observe ce qui se passe. Il ne se passera probablement rien de catastrophique. Le monde continuera probablement de tourner. Et probablement tu te sentiras un peu plus maître de toi-même. Un non au bon moment vaut mieux que 1000 oui qui te vident de l'intérieur. Bien, tu commences à poser des limites, tu dis non quand il le faut. Mais il y a quelque chose de plus que tu dois récupérer, et c'est peut-être ce qui s'est le plus détérioré pendant tout ce temps, la confiance en toi-même. On y va maintenant. Chapitre 4. Reviens à toi-même. Il y a des personnes qui connaissent par cœur les goûts de tous ceux qui les entourent. Elles savent ce que chacun aime manger. Quand il est de mauvaise humeur, ce qui les énerve, ce qui les fait rire, elles connaissent les anniversaires, les préférences, les habitudes. Ce sont des personnes extraordinairement attentives aux autres, et pourtant, si tu leur demandes ce qui les rend heureuses, elles font un blanc. Elles ne savent pas ce que veulent, elles ne savent pas vraiment comment elles vont, elles ne savent pas décrire leur propre état d'humeur, si quelqu'un le leur demandait vraiment et avec le temps. Tu reconnais ça parce que c'est exactement ce qui se passe quand tu passes beaucoup de temps sans te choisir. Tu deviens un peu étranger à toi-même. Tu te méconnais comme ces endroits où tu n'es pas revenu depuis des années et que quand tu les revois, tu ne reconnais plus tout à fait. Revenir à toi-même commence par retrouver la confiance en toi. Et ça, quand tu t'as longtemps priorisé les autres au-dessus de tes propres besoins, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus. Il a son rythme et il a un point de départ très concret. Arrêter de te minimiser. Se minimiser, c'est cette habitude bien ancrée de minimiser l'importance de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin, de ce que tu penses, de ce qui te fait souffrir. C'est le « bon, c'est pas si grave que ça ». Le « je ne me plains pas, il y a des gens qui ont pire ». Le « ce que je veux, c'est le moindre des choses ». Le « j'ai pas vraiment de raison de me sentir comme ça ». Comme si tes besoins prenaient trop de place dans le monde et que tu devais constamment t'en excuser. Cette habitude de se minimiser commence par être une stratégie pour éviter les conflits, pour ne pas faire de problèmes, pour ne pas être un fardeau. Et avec le temps, elle devient une façon de se rapporter à soi-même. Tu ne le fais plus seulement devant les autres, tu le fais dans ta tête, seul. Quand personne ne te voit, tu te convaincs que ce qui est à toi n'a pas tant d'importance. Et c'est là que commence le vrai problème. La philosophie stoïcienne a quelque chose de très utile ici. Le concept de valeur intrinsèque de la personne. Tu as de la valeur, non pas pour ce que tu produis, non pas pour ce que tu donnes aux autres, non pas pour combien tu te sacrifies, ni pour combien tu performes. Tu as de la valeur parce que tu existes. Tu n'as pas à mériter le droit d'être pris en considération. Tu n'as rien à prouver pour mériter attention ou soin. Tu le mérites déjà par le simple fait d'être. Soigner l'estime de soi, ce n'est pas se regarder dans le miroir chaque matin et se dire de belles phrases qu'on ne croit pas. Ça ne fonctionne pas parce que le cerveau n'est pas bête. Il sait parfaitement quand tu lui mens. L'estime de soi se reconstruit autrement, avec de petites actions mais cohérentes, avec le fait de te tenir à ce que tu te promets, même si c'est quelque chose de petit. Avec le fait de faire au moins une chose par jour qui soit juste pour toi, sans qu'elle ait à servir à quelque chose ni à quelqu'un d'autre. Avec le fait de défendre ta position quand tu sais que tu as raison, au lieu de céder juste pour éviter le conflit et l'inconfort. T'écouter est un autre pilier fondamental, et c'est probablement le plus négligé.
Quand est-ce que tu t'es assis pour la dernière fois un moment sans téléphone, sans télévision, sans tâche en attente, sans que personne n'ait besoin de toi, et tu as simplement été avec toi, sans rien faire de productif, sans rien consommer, juste en étant? Qu'as-tu ressenti? Quelles pensées sont apparues? Beaucoup de personnes fuient ce silence, parce que tout ce qu'elles ont ignoré depuis longtemps y fait surface, et ça peut donner un peu le vertige. Mais ce vertige, lui aussi, est de l'information. C'est ce que tu manques en vivant toujours occupé, toujours disponible, toujours tourné vers l'extérieur. Revenir à toi-même, c'est aussi te respecter au quotidien. Se respecter, c'est ne pas accepter des choses qui te font du mal, juste parce que tu ne veux pas créer de problème. C'est prendre ton temps avant de répondre quand quelque chose ne te semble pas juste. C'est ne pas te justifier devant tout le monde pour chaque décision que tu prends. C'est te traiter avec la même considération, la même patience, la même compréhension que tu traites quelqu'un que tu aimes vraiment. Comment traiterais-tu un bon ami qui allait mal? Avec bienveillance, sans le juger trop sévèrement, sans lui dire « c'est toujours pareil avec toi » ou « c'est pas si grave ». Avec patience et présence. Eh bien, c'est ça que tu mérites aussi. Non pas quand tu l'auras mérité, non pas quand tu te seras assez amélioré. Maintenant, en commençant maintenant, se choisir soi-même n'est pas le début de l'égoïsme, c'est le début de tout le reste. Bien, tu es en train de revenir à toi. Mais il y a quelque chose qui peut saboter tout ce processus de l'extérieur. Ce sont les personnes qui t'entourent, parce que tout le monde dans ta vie ne t'apporte pas. Certains te retirent, et pas qu'un peu. Dans le prochain chapitre, on va en parler sans détour. Chapitre 5. Éloigne-toi de ceux qui te volent ton énergie. L'énergie que tu as chaque jour n'est pas illimitée, même si parfois, on se comporte comme si c'était le cas. C'est une ressource finie comme l'argent sur un compte courant. Chaque interaction, chaque conversation, chaque relation que tu entretiens représente un apport ou une dépense. Et il y a des personnes qui, chaque fois que tu les fréquentes, te laissent le compte pratiquement à zéro. Tu les connais? Bien sûr que oui. Ce sont celles avec qui, quand tu as fini de parler, tu te sens épuisé sans vraiment savoir pourquoi. Celles qui ont toujours un problème et tu dois toujours avoir la solution. Celles qui transforment tout en drame, qui critiquent, comparent, se plaignent de tout sans rien changer. Celles qui, quand tu essayes de voir les choses autrement ou que tu ne réagis pas comme elles l'espèrent, finissent d'une façon ou d'une autre par faire de toi le méchant ou la méchante de l'histoire. Reconnaître ces personnes est le premier pas, et ce n'est pas toujours facile, parce que souvent ce sont des gens proches, de la famille, des amis de toujours, des collègues de travail avec qui tu es depuis des années. La proximité peut brouiller beaucoup les pistes. L'affection peut brouiller beaucoup les pistes. Tu peux aimer profondément quelqu'un et en même temps reconnaître que cette relation, telle qu'elle est, te draine plus qu'elle ne te nourrit. Ces deux choses peuvent coexister. Elles ne se contredisent pas. Les relations déséquilibrées ont une caractéristique très claire. Dans celle-ci, tu donnes beaucoup plus que ce que tu reçois, non pas parce que tu es plus généreux ou meilleur, mais parce que l'autre ne donne pas, ou donne seulement quand ça l'arrange, et prend tout ce qu'il peut quand il en a besoin. Ce n'est pas une relation entre égaux, c'est une gestion de ressources. Et la ressource, dans ce cas, c'est toi. Il y a des relations qui fonctionnent ainsi pendant des années, parce que l'une des parties ne met jamais de mots sur ce qui se passe, parce que c'est effrayant de le nommer, parce que ça semble exagéré, parce que tu penses que c'est peut-être toi qui es injuste. Alors tu continues à donner, tu continues à absorber, tu continues à être le point d'appui de quelqu'un qui ne se soutient pas seul et qui ne semble pas non plus avoir beaucoup d'intérêt à apprendre à le faire. Les stoïciens avaient bien compris que l'environnement influence la personne et qu'il faut veiller à qui l'on fréquente parce que ça modèle inévitablement comment tu penses, comment tu te sens et comment tu agis. Ce n'est pas un hasard que lorsque tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment de tout, toi aussi tu commences à voir le monde avec plus de négativité. Que lorsque tu es entouré de personnes qui ne sont jamais satisfaites, qui trouvent toujours le défaut, qui critiquent plus qu'elles ne construisent, quelque chose en toi commence à fonctionner de la même façon. Les attitudes sont contagieuses, en bien comme en mal. Lâcher les liens qui te freinent ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. Ça signifie que tu es une personne consciente qui a décidé de prendre son bien-être au sérieux. Et il y a une différence importante entre s'éloigner avec rancune et s'éloigner avec clarté. Tu n'as pas à haïr quelqu'un pour décider que cette relation ne te fait pas de bien.
Tu n'as pas à construire un récit dans lequel l'autre est le méchant. Tu peux simplement reconnaître que ça ne correspond pas, que ça te coûte plus que ça ne t'apporte, et que tu mérites des relations qui t'élèvent. S'éloigner peut signifier beaucoup de choses différentes. Ce n'est pas toujours une rupture totale et définitive. Parfois, c'est réduire la fréquence des contacts. Parfois, c'est ne plus être disponible à toute heure pour n'importe quoi. Parfois, c'est ne pas répondre à chaque message au moment où il arrive. Parfois, c'est mettre un peu de distance physique ou émotionnelle pour pouvoir respirer. Ce qui compte, c'est de protéger ton énergie avec le même sérieux avec lequel tu protèges d'autres choses importantes dans ta vie. Et de l'autre côté de la balance, il y a l'autre partie du travail, t'entourer de personnes qui t'élèvent, avec qui quand tu te sens bien, tu te sens toi-même, t'as plus envie de choses. Qui t'écoute sans te juger, qui te challenge sans t'épuiser, qui t'aime tel que tu es et non comme un instrument pour régler leurs affaires. Ces personnes existent. Peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Et ça vaut la peine d'investir le temps et l'énergie que tu donnais auparavant à ceux qui te vidaient, en ceux qui te remplissent vraiment. Ton énergie t'appartient. Ne la donne pas à qui ne sait pas ce qu'elle vaut. Maintenant que tu commences à mieux gérer à qui tu donnes ton énergie, passons au niveau suivant. Parce qu'une chose est de ne pas la donner à ceux qui te retirent. Et une autre, très différente, est de commencer à te mettre au centre sans te sentir mal pour ça. Ça vient maintenant. Chapitre 6. Passe-toi en premier, sans peur. Il y a une idée qu'on t'a mis dans la tête depuis tout petit et que tu n'as pas encore tout à fait secouée. L'idée que te passer en premier, c'est de l'égoïsme, que si tu penses à toi avant les autres, tu es une mauvaise personne, que la bonté consiste à se sacrifier, que ceux qui prennent soin d'eux-mêmes sont ceux qui n'aiment personne. Et bien sûr, avec ça en tête, la simple idée de dire « moi d'abord » génère quelque chose qui ressemble beaucoup à de la culpabilité, parfois même à de la honte. Mais pense-y ainsi, dans un avion, quand ils donnent les consignes de sécurité avant le décollage, on te dit qu'en cas d'urgence, tu dois d'abord mettre le masque à oxygène, toi, et ensuite aider celui d'à côté. Même si celui d'à côté est ton enfant, même si celui d'à côté ne peut clairement pas le faire seul, toi d'abord. Pourquoi ? Parce que si tu perds connaissance, tu ne peux aider personne. D'abord, tu dois être debout, tu dois aller bien pour pouvoir soutenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une métaphore de développement personnel inventée. C'est littéralement le protocole de sécurité conçu par des personnes qui savent comment fonctionnent les urgences réelles. Se passer en premier ne signifie pas abandonner les autres, c'est la condition nécessaire pour pouvoir les aider vraiment. Faire de ton bien-être une priorité n'est pas un caprice ni un luxe, c'est une nécessité. Et c'est aussi la base depuis laquelle tu peux donner le meilleur de toi-même à ceux qui comptent pour toi. La personne qui prend soin d'elle a plus de patience, plus d'énergie, plus de présence, plus de capacité à être vraiment disponible quand quelqu'un en a besoin. La personne qui ne prend pas soin d'elle arrive toujours au bord de la limite. Et quand elle donne depuis l'épuisement, ça se sent. Et comment est-ce que ça se fait concrètement ? Sans faire un changement radical de vie qui sonne bien, mais qui se maintient rarement, avec de petites habitudes mais constantes, parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une petite chose faite tous les jours. Un grand geste fait une fois ne change presque rien. Un petit geste fait régulièrement change tout. Bien dormir, bouger même un peu, manger sans se presser au moins une fois par jour, avoir même 10 minutes par jour, qui soit juste à toi, sans notification, sans tâche en attente, sans que personne ne te demande quoi que ce soit. 10 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais elles sont à toi. Et les défendre semaine après semaine est un acte de respect envers toi-même qui a un effet cumulatif énorme. La philosophie stoïcienne parlait de la discipline comme d'un acte d'amour envers soi-même, non pas comme d'une punition, non pas comme une démonstration de force, mais comme le soin qu'on apporte à son propre être. Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait que s'occuper de soi-même n'est pas une perte de temps ni une distraction de ce qui est important. C'est la tâche la plus importante que tu aies, parce que sans ça, tout le reste en pâtit. Choisir ta tranquillité fait aussi partie de te passer en premier, et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en considération. Tous les conflits qui apparaissent devant toi ne sont pas les tiens. Tous les problèmes que les autres présentent n'ont pas à être résolus par tes mains. Toutes les urgences de l'entourage ne sont pas de vraies urgences qui te reviennent. Apprendre à distinguer ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas et le laisser là où il se doit est un acte de grande maturité et d'hygiène mentale. Vivre en pensant aussi à toi
ne signifie pas t'oublier du monde ni des personnes que tu aimes. Ça signifie t'y inclure. Ça signifie que quand tu prends une décision, ton bien-être compte aussi dans l'équation. Que ce ne soit pas le dernier facteur à considérer, s'il reste un peu de marge, mais l'un des premiers. Que ça commence à te paraître aussi naturel de dire « j'ai besoin de ça pour moi » que de dire « j'ai besoin de ça pour les autres ». Et si quelqu'un te traite d'égoïste pour ça, c'est très probablement quelqu'un qui s'était habitué à ce que tu sois toujours disponible pour ce qu'il ou elle avait besoin. Que les autres ne soient pas à l'aise avec tes limites ne signifie pas que tes limites sont mauvaises. Ça signifie que tu as changé les règles d'un jeu dans lequel tu perdais toujours. Et ça, au début, crée des frictions. C'est normal, ça fait partie du processus. Prendre soin de toi ne te rend pas moins généreux, ça te rend plus vrai. Tu poses des limites, tu prends soin de ton énergie, tu te mets en premier. Maintenant arrive quelque chose qui peut paraître simple, mais que beaucoup de gens ne savent pas répondre. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? On y va maintenant. Découvre ce que tu veux vraiment. Si quelqu'un te demandait là maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas dans la vie en mode philosophique ni de façon vague et générale, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux? Pourrais-tu répondre sans trop réfléchir? Ou resterais-tu un instant à court de mots? Ou commencerais-tu par dire ce que tu devrais vouloir, ce qu'on attend de quelqu'un comme toi, ce qui sonne bien, ce que les autres souhaitent s'entendre? Parce qu'il y a une énorme différence entre ce que toi tu veux et ce que les autres attendent que tu veuilles. Et quand tu passes des années à vivre attentif aux autres, quand les priorités ont toujours été celles du dehors avant celles du dedans, ces deux choses se mélangent tellement que tu ne distingues plus ce qui est vraiment à toi et ce que les autres t'ont mis avec le temps. Les rêves qui ne sont pas les tiens ont une caractéristique très concrète. Quand tu les poursuis, même si tu les atteins, ils ne te comblent pas comme tu l'espérais. Il y a des personnes qui obtiennent exactement ce qu'elles étaient censées obtenir. La bonne carrière, le travail stable, le partenaire que tous approuvaient, la maison, la voiture, la vie ordonnée qui cadre dans toutes les conversations de famille. Et elles se sentent vides, non parce qu'elles sont ingrates, non parce qu'elles sont folles, mais parce qu'elles ont tout construit pour satisfaire des attentes d'autrui, pas les leurs, pour que les autres soient satisfaits, pour ne pas décevoir. Et elles ont atteint l'objectif pour découvrir que ce n'était pas leur objectif. Se reconnecter à soi-même passe par se poser des questions qui n'ont pas été posées depuis longtemps. Des questions qui donnent peut-être un peu le vertige, parce que la réponse, si tu es honnête, peut mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que j'aimais faire avant que le poids des responsabilités ne recouvre tout? Quand est-ce que je me suis vraiment amusé sans que ce soit productif? Qu'est-ce que je ferais si je savais que personne ne me jugerait? Si je n'avais besoin de l'approbation de personne, qu'est-ce que je choisirais? Ces questions n'ont pas à être toutes répondues en même temps ni en une après-midi, mais elles doivent être posées. Parce que si tu ne les poses pas, quelqu'un d'autre continuera à répondre à ta place et choisira probablement ce qui lui convient à lui, pas ce qui te convient à toi. La philosophie stoïcienne propose quelque chose que je trouve particulièrement précieux ici. Vivre en accord avec ta propre nature, avec ce que tu es genuinement, non pas avec l'image que les autres ont de toi, non pas avec le rôle qu'on t'a assigné dans le scénario familial ou social, mais avec ce que toi, en ton fort intérieur, tu reconnais être et vouloir. Cela demande de l'honnêteté, du courage, et d'être prête à découvrir des choses sur toi-même qui attendent peut-être depuis longtemps d'être vues. Prendre des décisions plus authentiques ressemble à apprendre à écouter une radio qui a du bruit depuis longtemps. Des interférences, des voix qui se superposent, de la statique qui recouvre tout. Au début, c'est difficile, tu n'entends rien de clair, mais quand tu baisses peu à peu le volume du bruit extérieur, quand tu vas silenciant progressivement les voix des autres, petit à petit commence à s'entendre un signal plus net, plus personnel. Ce signal, c'est toi, ce que tu aimes vraiment, ce qui t'importe vraiment, ce qui te donne vie vraiment. Construire une vie qui t'appartient, ce n'est pas faire exactement le contraire de ce que les autres attendent, parce que ça reviendrait à dépendre encore d'eux, même à l'envers. C'est quelque chose de plus tranquille et de plus profond. C'est prendre de petites et grandes décisions qui répondent à ce que toi tu valorises, à ce qui te tient à cœur, sans avoir besoin que quelqu'un te valide, sans attendre la permission de personne pour être qui tu es. Tu n'as pas à tout savoir d'un coup. Tu n'as pas à avoir le plan complet avant de faire le premier pas. Commence par savoir ce que tu ne veux pas. C'est aussi une information valide, et parfois c'est la plus facile d'accès. Souvent la clarté sur ce que tu veux vraiment
vient après avoir enlevé ce que tu sais déjà ne pas correspondre. Comme sculpter, on commence par enlever ce qui est en trop. Une vie construite sur les désirs des autres est une maison dans laquelle tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi. Dès que tu commenceras à vivre davantage pour toi, à prendre des décisions plus personnelles, il va se passer quelque chose d'inconfortable. Quelqu'un va être déçu, et ça fait mal même quand tu as bien agi. Comment le gérer sans revenir en arrière? C'est exactement ce qui vient maintenant. À chapitre 8. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux. Ça peut paraître dur, alors disons-le clairement depuis le début et sans détour. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux. Ce n'est pas en ton pouvoir, ce n'est pas ton rôle, et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu commenceras à vivre avec beaucoup moins de poids sur les épaules. Quand tu commences à changer, quand tu commences à poser des limites, quand tu commences à te choisir et à prendre des décisions plus personnelles, il y a des personnes qui vont mal réagir, qui vont se sentir abandonnées même si tu ne les as pas abandonnées, qui vont penser que tu as changé en mal, que tu es devenu plus froid, plus égoïste, moins attentionné qu'avant, qui vont essayer, consciemment ou inconsciemment, que tu redeviennes comme tu étais quand tu leur donnais tout, sans presque rien demander en retour. Accepter que décevoir fait partie du changement, ce n'est pas se résigner à faire du mal ni à être le méchant de l'histoire. C'est comprendre que la croissance génère toujours des frictions. Toujours. Il n'existe pas de processus de transformation réel qui n'incommode pas quelqu'un dans l'entourage. L'arbre qui pousse en hauteur gêne les branches qui étaient à côté, non pas parce qu'il veut les gêner, mais parce qu'il grandit. Et la croissance prend de la place. Supporter les attentes extérieures est l'un des fardeaux les plus inutiles que tu puisses porter dans la vie. Inutile parce que les attentes des autres sont les leurs, pas les tiennes. Tu ne les as pas demandées, tu ne les as pas choisies, et souvent, tu ne les connaissais même pas avant de les avoir déçus. Et pourtant, tu passes des années à essayer de les satisfaire, comme si c'était ton obligation de remplir les scénarios qu'ils ont écrits pour toi, comme si ton rôle dans la vie des autres était plus important que ta propre vie. Pense-y un moment. Tu as longtemps été le personnage dont les autres avaient besoin, celui qui est toujours là, celui qui ne fait jamais défaut, celui qui résout. Et maintenant que tu essaies d'être toi, que tu essaies de sortir de ce rôle, les gens sont surpris, contrariés, se sentent trahis. Mais ils ne te regrettent pas toi, ils regrettent le personnage, la fonction que tu remplissais. Et ça, ce n'est pas de l'amour, même si ça y ressemble. Les stoïciens avaient une pratique très concrète à ce sujet. Se rappeler à eux-mêmes qu'ils ne sont responsables que de leurs propres actions et intentions, pas de la façon dont les autres les interprètent ou les vivent. Tu fais ce que tu considères juste, avec respect, avec honnêteté, sans intention de blesser. Ce que l'autre fait avec ça, comment il le traite, comment il le vit, ce n'est plus entre tes mains. Et ça ne peut pas l'être, parce que si c'était le cas, toute ta vie dépendrait de la réaction des autres. Et ce n'est pas vivre, c'est jouer un rôle. Apprendre à maintenir tes décisions sous pression extérieure est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'entraîne avec la pratique. Au début, ça va te coûter beaucoup. Tu vas vouloir céder rien que pour relâcher la tension, pour que l'ambiance se calme, pour que les choses redeviennent tranquilles. Mais si tu cèdes à chaque fois que quelqu'un est inconfortable avec ton changement, tu ne pourras jamais vraiment changer. Il y aura toujours quelqu'un d'inconfortable. Il y aura toujours une raison de revenir en arrière. La question n'est pas de savoir si ça génère de l'inconfort, la question est de savoir si tu vas laisser cet inconfort décider à ta place. Te choisir, même quand les autres ne comprennent pas, n'exige pas que tu leur expliques tout en détail, ni que tu les convainques que tu fais ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'organiser un tribunal ou défendre chacune de tes décisions. Tu peux simplement aller de l'avant tranquillement, sans chercher de permission, sans attendre qu'on te donne raison pour te sentir légitime. Et parfois les personnes qui se plaignent le plus de ce que tu as changé sont précisément celles qui bénéficiaient le plus de comme tu étais avant, celles qui tiraient le plus parti de ta disponibilité, de ta difficulté à dire non, de ta tendance à accepter. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une information très précieuse sur le type de lien que tu avais avec elles. Tous ceux qui se vexent quand tu changes ne se vexent pas parce que tu as mal changé. Tu sais que tu ne peux pas porter le bonheur de tout le monde. Mais il y a quelque chose qui peut encore te freiner de l'intérieur, quelque chose de bien plus subtil et bien plus tenace que l'opinion des autres. Ça s'appelle la culpabilité. Et dans le prochain chapitre, on lui regarde droit dans les yeux. Chapitre 9. Lâche la culpabilité de vivre pour toi.
la culpabilité. Cette vieille connaissance qui apparaît juste quand tu commences à faire quelque chose pour toi, juste quand tu dis non, juste quand tu poses une limite, juste quand tu décides que toi aussi tu comptes, comme si elle avait un radar spécial et détectait en temps réel chaque moment où tu oses te prioriser. Et la voilà, ponctuelle, sans faute. Et ce qu'il y a de plus curieux, de plus déconcertant, c'est que cette culpabilité ne répond souvent à aucun tort réel. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as objectivement causé de tort, à personne, tu as simplement choisi quelque chose pour toi. Tu t'es reposé quand les autres étaient encore actifs. Tu as dit non quand tous attendaient un oui, tu es parti plus tôt que prévu. Tu es resté plus longtemps qu'à l'accoutumée. Et pourtant la culpabilité est là, à te murmurer à l'oreille que tu es égoïste, que tu aurais pu faire plus, que tu aurais peut-être dû rester, que d'autres en avaient plus besoin que toi. Il y a une culpabilité utile et une culpabilité inutile, et apprendre à les distinguer est l'un des exercices les plus libérateurs que tu puisses faire. La culpabilité utile apparaît quand tu as vraiment fait du mal à quelqu'un, quand tu as agi contre tes propres valeurs, quand il y a quelque chose à réparer, à corriger, à présenter des excuses. Cette culpabilité-là a une fonction légitime. Elle te signale que quelque chose ne va pas pour que tu le corriges. Elle est inconfortable, mais elle sert à quelque chose. Mais la culpabilité que tu ressens de prendre soin de toi, de te reposer quand tu en as besoin, de demander ce dont tu as besoin, de dire non à quelque chose que tu ne veux pas faire, celle-là n'est pas utile. C'est un résidu, une vieille habitude mentale que tu as apprise à un moment de ta vie et que ton esprit continue d'activer automatiquement, même si elle n'a plus aucune fonction réelle. Comme une alarme qui continue de sonner longtemps après que le danger est passé. Te libérer de responsabilités qui ne sont pas les tiennes est l'un des travaux les plus libérateurs que tu puisses faire, parce que beaucoup de personnes portent des culpabilités empruntées. L'humeur de leur mère, les problèmes financiers d'un ami, le malheur de leur partenaire, l'échec de quelqu'un de proche, comme si elles étaient directement responsables de résoudre ce qui arrive à chaque personne de leur entourage. Et elles ne le sont pas. Le fait que quelqu'un t'importe ne te rend pas responsable de sa vie, le fait que tu veuilles le bien de quelqu'un ne signifie pas que tu dois résoudre ses problèmes. La philosophie stoïcienne est très tranchée là-dessus. Tu ne peux contrôler que ce qui dépend de toi. Ce qui dépend des autres n'est pas ton territoire. Non pas parce que tu ne t'en soucies pas, mais parce qu'essayer de contrôler ce qui n'est pas entre tes mains ne te donne pas de pouvoir ni de solution, seulement de l'épuisement et de la frustration. Et pendant que tu dépenses de l'énergie à gérer ce qui appartient aux autres, ce qui est à toi reste sans attention. Arrêter de te sentir mal, de te prioriser commence par changer le récit que tu te racontes à toi-même, ce que tu te dis dans la tête, à ton sujet, sur ce que tu fais, sur ce que tu mérites. Au lieu de « je suis égoïste de penser à moi », essaie « je prends soin de moi pour aller bien ». Au lieu de « je ne devrais pas me passer en premier », tente « moi aussi je mérite d'aller bien ». Et le faire n'enlève rien à personne. Ce sont de petites phrases simples, mais l'impact de ce que tu te répètes constamment est énorme. Ton esprit apprend par la répétition. Ce que tu te dis à toi-même finit par former ce que tu crois sur toi, et ce que tu crois sur toi finit par former ta réalité. Récupérer la liberté émotionnelle signifie pouvoir ressentir ce que tu ressens sans qu'un juge intérieur apparaisse immédiatement pour te dire si c'est autorisé ou non. Ça signifie pouvoir être fatigué sans se sentir faible pour autant. Pouvoir être content sans se sentir coupable pour ceux qui en ce moment vont mal. Pouvoir dire non sans que le monde s'arrête ni que le lien se rompe. Pouvoir demander de l'aide sans se sentir être un fardeau. Vivre depuis ta vérité, ce n'est pas vivre sans considérer les autres. Ce n'est pas devenir insensible ni construire une bulle d'indifférence. C'est vivre sans te mentir à toi-même sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux. C'est agir depuis ce que tu es genuinement, non pas depuis la peur constante de ce qu'on pensera si l'on te voit tel que tu es. Et cette différence, même si elle n'est pas toujours visible de l'extérieur, change tout de l'intérieur. La culpabilité que tu ressens de vivre pour toi est la preuve du temps que tu as passé à vivre pour les autres. On est presque arrivé. Nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble, mais il manque le chapitre final, qui est peut-être le plus important, parce que rien de ce qui précède ne sert si tu ne le transformes pas en quelque chose de permanent. Devenir ta priorité n'est pas un moment d'inspiration, c'est une façon de vivre, et c'est ce que je te dis maintenant. Chapitre 10. Fais de toi ta priorité. Nous arrivons au dernier chapitre,
Et avant que tu repartes avec tout ce que nous avons vu, je veux que tu gardes quelque chose de très clair. Tout ce dont nous avons parlé ici n'est pas une liste de choses que tu dois faire parfaitement dès demain. Ce n'est pas un régime auquel te soumettre. Ce n'est pas une exigence de plus à ajouter à celle que tu as déjà. Tu n'as pas non plus à être parfait en ça. C'est une invitation à te traiter bien, à te prendre au sérieux, à arrêter d'être le dernier de ta propre liste, à commencer à t'inclure dans l'équation de ta propre vie d'une façon que tu ne faisais pas jusqu'à présent ou que tu avais cessé de faire depuis longtemps. Transformer l'amour-propre en habitude, c'est ce qui fait la différence entre une semaine d'inspiration et une vie différente. L'inspiration peut te mouvoir un jour, te donner de l'envie, de l'énergie, de la clarté, mais l'inspiration seule ne change rien si elle ne s'accompagne pas d'actions répétées. L'habitude te fait avancer tous les jours, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tout ce qui est à l'extérieur essaye de te ramener comme tu étais avant. Et les habitudes ne se construisent pas avec la volonté. La volonté est une ressource qui s'épuise. Elles se construisent avec de la conception, de la répétition, avec le fait de rendre les choses plus faciles. Mets les conditions pour que ce que tu veux faire soit le plus simple possible à exécuter. Si tu veux te consacrer du temps chaque matin, mets le réveil 10 minutes plus tôt. Si tu veux arrêter d'être disponible pour tout le monde à toute heure, coupe les notifications une fois par jour. Si tu veux prendre soin de ton énergie, dis non à une seule chose cette semaine. Juste une. Pas besoin de tout changer en même temps. Il faut commencer. Maintenir des limites saines est un exercice constant. Et il faut le dire clairement, parce que beaucoup de gens pensent qu'on pose les limites une fois et c'est bon. Non. Les limites sont comme un jardin qui a besoin d'entretien régulier. Si tu ne t'en occupes pas, si tu ne l'arroses pas, si tu n'es pas attentif, elles commencent à s'effacer d'elles-mêmes. Quelqu'un en franchit une, sans que tu ne dises rien, puis en franchit une autre, et peu à peu, tu te retrouves là où tu étais avant d'avoir commencé tout ce processus. C'est pourquoi il ne suffit pas de poser des limites une seule fois. Il faut les soutenir, les renforcer quand c'est nécessaire, et le faire sans drame, sans guerre, mais avec clarté. Prendre soin de ton énergie ne peut plus être quelque chose que tu fais quand il t'en reste un peu, quand toutes les autres choses sont réglées, quand personne n'a besoin de toi. Ça doit être quelque chose que tu protèges depuis le début, avant qu'elle ne s'épuise. L'énergie que tu donnes à ce qui ne t'élève pas est de l'énergie que tu retires à ce qui te tient vraiment à cœur. Il n'est pas question qu'il en reste et qu'ensuite il t'en reste pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois la réserver. Tu dois décider activement où elle va. La philosophie stoïcienne comprenait la vie comme une pratique quotidienne, non pas comme une destination à laquelle on arrive un jour et où on peut enfin se reposer. Chaque matin était une nouvelle opportunité d'agir conformément à ses propres valeurs, de se choisir, d'être cohérent avec qui l'on voulait être. Cette cohérence soutenue dans le temps, cet effort tranquille et continu, c'est ce qu'ils appelaient bien vivre, non pas une vie parfaite, une vie alignée. Vivre une vie plus libre, plus pleine et plus authentique n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas de responsabilité, ni pour ceux qui ont plus de temps, ni pour ceux qui ont déjà résolu tous leurs problèmes. C'est la conséquence de décisions soutenues dans le temps, de petits choix quotidiens qui disent encore et encore que toi aussi tu comptes, que ton bien-être compte aussi, que ton temps vaut aussi, que tes besoins méritent aussi ta attention. Et si aujourd'hui tu commences par une seule chose, que ce soit celle-ci, chaque fois que tu es sur le point de dire oui à quelque chose, avant de répondre, arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que je le dis parce que je le veux ou parce que j'ai peur des conséquences de dire non? Cette question, posée honnêtement et sans précipitation, va t'en dire plus sur toi-même que bien des heures de réflexion. Et avec le temps, chaque fois que la réponse sera peur plutôt que désir, tu auras l'opportunité de choisir autrement. Se choisir soi-même n'est pas abandonner les autres. Ce n'est pas construire une vie dans laquelle les autres n'ont pas leur place. C'est apparaître entier. C'est arrêter de donner depuis le vide pour commencer à donner depuis un endroit où tu as quelque chose de réel à offrir. Depuis un endroit où tu vas bien, où tu es présent, où ce que tu donnes vaut quelque chose parce que c'est vraiment toi qui le donnes, non pas parce que tu n'avais pas le choix, parce que la meilleure version de toi, celle qui peut le plus aimer, le plus aider, le plus construire et donner, ne vit pas dans l'abnégation constante, ne vit pas dans le sacrifice permanent. Elle vit dans l'équilibre, dans le respect de soi, dans la décision consciente et quotidienne d'aller bien, de prendre soin de toi,
de te traiter comme quelqu'un qui le mérite. Pas besoin de tout faire parfaitement, pas besoin de ne pas avoir peur. Il suffit juste de commencer. Et le meilleur moment pour commencer, ce n'est pas quand tu auras plus de temps, ni quand les circonstances seront meilleures, ni quand tu auras tout réglé. Les circonstances ne seront jamais parfaites, mais tu es là maintenant, et c'est suffisant. Aujourd'hui, tu peux décider de te choisir aussi, pas demain. Aujourd'hui, le jour où tu t'es choisi toi-même, fut le jour où tu as vraiment commencé à vivre. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Vis pour toi ». Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.